Bonjour à tous. Tel que son nom l'indique, la vidéo d'aujourd'hui concerne la face cachée des courbes de Kaplan-Meier. Alors, l'analyse statistique de deux cohortes est en fait ce que l'on fait quand on fait une étude randomisée contrôlée. Alors, supposons qu'une telle étude a comme issue principale la mort toute cause. Notre première option pour l'analyser serait de compter le nombre de morts dans chaque groupe à la fin de l'étude. Ensuite, on va diviser le nombre de morts chez les exposés à A par le nombre de morts chez les exposés à B, et le résultat va être un risk ratio avec son intervalle de confiance. Cette option est la plus simple, mais pas nécessairement la meilleure. L'option numéro 2 consiste à faire une analyse de survie avec des courbes de Kaplan-Meier qui vont être analysées statistiquement avec le log rank test, qui va produire un hazard ratio et son intervalle de confiance. Il ne faut pas se laisser impressionner par le hazard ratio, parce que du point de vue pratique, on l'interprète exactement comme si c'était un risk ratio. Alors, dans une analyse de survie, la variable analysée est le temps au décès de chaque patient. Donc, on va suivre chaque patient dans le temps, et du point de vue intuitif, mais pas nécessairement correct du point de vue statistique, ce que l'on va analyser, c'est la moyenne des temps au décès dans chaque groupe. Et si les temps au décès sont plus longs dans un groupe que dans l'autre, il semblerait que ce groupe donne une certaine protection contre la mort. Donc, on suit chaque patient dans le temps jusqu'à ce qu'il arrive une des trois choses suivantes. 1. Le patient décède. Alors, il est sorti de l'analyse, il a contribué toute l'information qu'il avait à contribuer. Le patient est perdu au suivi, c'est pareil, il est retiré de l'analyse, on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Et finalement, à la fin de l'étude, évidemment, on arrête de suivre les patients. Alors, pourquoi l'option 2 est meilleure que l'option 1 ? Le point clé dans cette histoire, c'est les patients perdus au suivi. Dans l'option numéro 1, si un patient se perd au suivi, ce patient a été suivi pendant X mois, a causé des consommations de ressources importantes, mais ne contribue à aucune information. Parce qu'en fait, il aurait pu mourir ou pas mourir avant la fin de l'étude. Donc, c'est une donnée perdue. Par contre, dans l'option 2, le patient perdu au suivi va contribuer X temps sans mourir. Et donc, cette variable du X temps sans mourir va entrer dans l'analyse, et donc les données de ce patient ne sont pas gaspillées. Alors, nous avons ici un exemple de courbe de Kaplan-Meier. Alors, comme vous pouvez le voir, dans l'axe des Y, on a le nombre de patients qui sont encore vivants, et dans l'axe des X, on a le temps. Et on suit les patients dans le temps, et chaque fois qu'un patient décède, on fait une petite marche vers le bas. Alors, on voit que chaque fois qu'un patient décède dans la ligne verte ou dans la ligne rouge, on descend d'une marche. Additionnellement, quand un patient est perdu au suivi, certaines études, et j'aimerais que toutes fassent la même chose, vont marquer son action par un petit trait vertical, comme vous voyez dans les deux cercles. Alors, le trait vertical indique que ce patient a été perdu au suivi, et donc il a arrêté de contribuer de l'information. S'il est vrai que l'intervalle de confiance est le point définitif final d'une analyse de Kaplan-Meier, il n'en demeure pas moins que l'examen détaillé des courbes peut fournir de l'information très intéressante si interprétée avec précaution. Alors ici, ce qu'on a à guise d'exemple, c'est une étude où l'issue principale est le saignement. Comparaison d'apixaban versus placebo, ce n'est pas surprenant que les patients recevant de l'apixaban saignent plus avec un hazard ratio de 2,59. Mais l'étude peut apporter plus d'informations. Si on regarde dans l'axe des X, cette étude a duré 15 jours,
Mais si on voit au tout début de l'étude, on voit que les courbes se séparent immédiatement. C'est-à-dire que quasiment dès la première journée, on a déjà plus de saignements avec l'apixaban qu'avec le placebo. Ceci n'est pas surprenant vu que l'effet de l'apixaban sur la coagulation est immédiat, mais c'est quand même intéressant de voir que l'effet apparaît dès le tout début. Par contre, dans l'étude suivante, c'est la fameuse étude 413 publiée dans Lancet en novembre 1994. C'est une étude historiquement très importante parce qu'elle a été la première à démontrer les bénéfices cliniques sur la survie et l'absence d'infarctus du myocarde d'une statine versus un placebo. Alors, contrairement à l'étude de tantôt, si on part de zéro et on suit les courbes, on voit que celles-ci ne commencent à se séparer qu'environ après 1 an et demi. Ceci n'est pas surprenant vu que la simvastatine produit un temps important à produire son effet. Elle ne va pas affecter l'athérosclérose qui est déjà là, mais elle va ralentir la formation de l'athérosclérose. Et c'est donc pas surprenant que ça prenne tellement de temps à ce que l'effet commence à se voir. Une résultante pratique de ce point de séparation est que tous les patients qui prennent leur statine pour moins d'1 an et demi, c'est-à-dire qui arrêtent avant 1 an et demi, c'est des ressources perdues, gâchées, et qui n'ont servi à rien. D'où l'importance d'insister sur l'observance aux statines chez les patients à qui on les prescrit. En plus des points de séparation, c'est intéressant aussi de regarder ce que faut l'allure qu'ont les courbes à la fin de l'étude. Dans le cas que je vous montre ici, c'est clair que les courbes continuent à se séparer, et donc il semblerait que le bénéfice de la courbe verte par rapport à la rouge continue à avoir lieu et aurait lieu même après la fin de l'étude. Dans cet exemple de la prolongation des courbes, on constate que après à peu près 1000 jours, les courbes sont parallèles. Donc, il est raisonnable d'inférer de ce fait que l'effet n'augmente peut-être pas comme dans l'étude antérieure, mais est encore présent et reste constant. Celle-ci est particulièrement intéressante, quoique peu usuelle. Alors, ce qu'on voit, c'est d'abord les courbes se séparent très tôt, donc l'effet apparaît immédiatement après le début de l'étude. On a une belle séparation à peu près à 500 jours, mais à 1000 jours, à la fin de l'étude, les courbes se sont rejointes. Alors, ce qui arrive ici, si la variable d'intérêt est la mort toute cause, c'est que éventuellement, si on suit les patients assez longtemps, ils vont tous mourir. Alors, si on avait analysé cette étude de la façon traditionnelle, on aurait constaté qu'il n'y a pas de différence entre le nombre total de morts dans chaque groupe. Par contre, analysé en Kaplan-Meier, le bénéfice de l'étude est beaucoup plus clair, avec un P tout petit. Alors ça, c'est intéressant, mais ça n'arrive pas souvent, parce que ça prendrait des gens très malades ou suivis très longtemps pour qu'ils soient tous morts à la fin de l'étude. Alors, il y a des menteurs, des maudits menteurs et des statisticiens, comme disait Mark Twain, le fameux humoriste américain du dernier siècle. Ce qu'on a ici, c'est une courbe de Kaplan-Meier publiée dans Lancet. Et la première chose qui attire mon attention, c'est la courbe des Y ne va pas de 0 à 100, mais elle a été tronquée à 80, comme l'indique la flèche bleue. Le but de ceci, c'est de manipuler le lecteur pour lui faire croire que la séparation visuelle est plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Dans cette étude, également publiée dans Lancet, les statisticiens ont montré un degré remarquable de créativité. En effet, comme vous pouvez le constater, ils ont eu
la machiavélique idée de tronquer la courbe de la ligne à l'axe des Y 2 fois, une fois à 60 et une fois à 20. Ceci évidemment dans le but de faire croire au lecteur que les courbes se séparent plus qu'elles ne devraient. Maintenant, je porte à votre attention que cette étude n'a pas été publiée dans les Annales de Sainte-Anne, mais dans l'Ancet. Et on aimerait que ces messieurs et mesdames, les éditeurs de cette revue, prêtent un peu plus attention à ce qu'ils publient. Alors, voici la façon honnête de présenter des courbes de Kaplan-Meier, c'est-à-dire qu'on présente deux graphiques. Le grand graphique est le plus important, et l'axe des Y se rend de 0 à 100, et ainsi on peut voir visuellement de quoi la séparation des courbes a l'air. Maintenant, une fois que ce grand graphique de 0 à 100 est là, c'est parfaitement acceptable de faire un autre plus petit graphique à l'intérieur qui irait de 0 à 20 et qui montrerait visuellement une séparation des courbes plus nette et qui permettrait de les inspecter de meilleure façon. Par exemple, grâce au petit graphique de 0 à 20, on peut voir que les courbes semblent se séparer à 30 jours, alors que ceci n'aurait pas été possible à voir dans la grande courbe. C'est donc de cette façon-là que devraient être présentées des courbes de Kaplan-Meier par des auteurs et une revue qui se respectent. Alors maintenant, on va passer à un concept totalement différent, c'est ce que l'on appelle le nombre à risque. C'est contre-intuitif et le mot nombre à risque en fait prête à confusion. J'ai fait mon possible pour vous l'expliquer, mais c'est pas facile. Alors prenez votre temps, revenez en arrière si nécessaire. Si après tout ça ce n'est pas clair, contactez-moi puis j'essaierai une autre stratégie. Alors ici, on a une courbe de Kaplan-Meier, bien classique. Les axes des Y sont de 0 à 1. Et l'étude dans l'axe des X a duré 12 ans. Et il y a deux groupes. Le groupe contrôle, qui est en rouge, et le groupe traité, qui est en bleu. Alors, si vous regardez le tableau que j'ai encadré en bas dans l'étude, en bas dans le graphique, juste en dessous de l'axe des X, vous voyez qu'il y a deux rangées, une qui est pour le groupe contrôle et l'autre qui est pour le groupe recherche, et le temps est le temps donné par l'axe des X. Alors si on regarde d'abord les chiffres de gauche qui correspondent au temps zéro de l'étude, on voit qu'il y a 418 patients dans chaque groupe. Il s'agit des patients qui ont été randomisés au temps zéro de l'étude et donc aucun n'a développé l'événement. Si vous vous rendez à droite, à 12 ans, vous constatez avec étonnement et consternation que les chiffres sont 6 et 8. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 6 et 8 patients qui sont encore vivants après 12 ans? C'est difficile à croire et en fait impossible, parce que si vous retournez regarder les courbes de Kaplan-Meier elles-mêmes, vous constatez que la survie du groupe contrôle est de 40% et la survie du groupe traité est à peu près de 50%. Donc c'est pas possible qu'il y ait juste 6 et 8 patients qui aient survécu au cours de l'étude et qui ne soient pas décédés ou n'aient pas été perdus au suivi. Alors, pour comprendre, il faut réaliser que lorsqu'on fait une étude randomisée, contrôlée, multicentre, les patients ne sont pas tous recrutés le même jour. Ils ne sont pas tous recrutés le jour 1 où on commence l'étude. Alors, en guise d'exemple, j'ai ici une étude imaginaire qui commence le 1er janvier 2018 et qui finit le 1er janvier 2020. Alors, donc, c'est une étude de 2 ans. Les flèches bleues en bas représentent les recrutements de patients. Alors les choses sont bien parties, on a recruté un nombre important de patients dès le tout début de l'étude, et au fur et à mesure que la période de recrutement progresse, on continue à recruter d'autres patients, donc les choses vont bien. Les choses vont tellement bien que rendu au 1er juillet 2018, le nombre de patients nécessaires pour atteindre la puissance a été recruté. Donc, le dernier patient est recruté le 1er juillet 2018.
Alors, je pense que c'est très clair que ce patient ne pourra pas être dans l'étude pendant 2 ans. En fait, il pourra juste être dans l'étude pendant 1 an et demi. Et par contre, les patients avec la grosse flèche bleue qui ont été recrutés au tout début, eux, ils peuvent être dans l'étude pendant 2 ans. Alors, si on regarde les chiffres de nouveau, dans le cercle rouge à droite, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer, ce que le 6 et 8 veut dire, c'est qu'il y a juste 6 patients dans un groupe et 8 dans l'autre qui ont été présents dans l'étude pendant 12 ans. Ça veut dire que, pour cela, il fallait qu'ils aient été recrutés au temps zéro. Et tous les autres, évidemment, étant recrutés plus tard que le temps zéro, ne peuvent pas contribuer 12 ans en étude, mais une quantité différente. Par exemple, si vous allez aux patients qui ont contribué 4 années à l'étude, vous voyez que le chiffre est 255 et 283, et ainsi de suite. Donc, pour être présent dans l'étude pendant 12 ans, le cercle rouge à droite, il faut remplir certaines conditions. Il faut être randomisé au tout début, et il faut ne pas être censuré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas développer l'événement et ne pas être perdu au suivi. Alors, il est évident que dans l'étude antérieure, le recrutement a été difficile, vu le petit nombre de patients qui a pu contribuer 12 ans à l'étude. Ici, on a un autre exemple. On revient à notre vieil ami de la daltaparine et de l'apixaban, et on regarde le nombre à risque. On va directement à 180 jours. C'est une étude de 180 jours. Et on voit qu'il y a 217 patients dans un groupe et 241 dans l'autre qui ont contribué 180 jours à l'étude. Ça, c'est totalement différent de l'autre. Parce que ça veut dire que le recrutement a été rapide, puisqu'ils ont pu recruter un si grand nombre de patients, en fait quasiment la moitié des patients dont ils avaient besoin, au tout début de l'étude. Donc, ce que l'on appelle un nombre à risque peut être un indice intéressant pour voir si l'étude s'est déroulée rapidement ou s'il y a eu des problèmes de recrutement, car ceci aura une certaine importance quand vous en viendrez à la validité externe et le degré de rareté de la maladie sur laquelle l'étude se porte. Et pour finir, vous posez une question. Oui, mais moi j'aime bien les NNT, puis comment est-ce que je vais calculer ça? D'abord, je suis d'accord que vous aimez bien les NNT, c'est une variable intéressante, si l'on n'oublie pas que c'est une variable économique, c'est-à-dire c'est la quantité de ressources qu'il faut dépenser pour éviter un mauvais événement. Et n'oubliez pas que le NNT doit être vu dans le temps. Donc, il faut dire, c'est la quantité de patients qu'il faut traiter pendant X temps pour économiser un événement. Bon, alors, on revient au NNT. C'est impossible sans les données brutes. Parce qu'on a un seul hazard ratio, comme on a vu tantôt. L'analyse de Kaplan-Meier va être analysée avec quelque chose qui produit un hazard ratio tout seul. Et donc, on ne peut pas, avec ce hazard ratio, faire un NNT. Il faudrait avoir les données brutes et en plus le logiciel nécessaire pour calculer le NNT, ce qui est dans notre cas très peu probable. On peut cependant couper les coins un peu ronds et faire une estimation qui est habituellement acceptable pour des fins cliniques. Alors, ce qu'on fait dans l'exemple suivant, on voit une étude de nouveau, notre bonne vieille étude d'altéparine à Pixaban. Alors, on va à la fin de l'étude, on prolonge le dernier point de l'étude sur l'axe des Y, dans le cas de la d'Alté et de la Pixaban. Alors, en faisant ça, on constate que le pourcentage d'événements avec la Dalté est 9, que le pourcentage total d'événements avec la Pixaban est 6, et donc 100 divisé par 9 moins 6, ça fait 33. Donc on peut dire que le NNT est approximativement 33. Faites attention, parce qu'en faisant cela, vous n'avez pas profité de tout l'intérêt des Kaplan-Meier,
En fait, vous êtes en train de faire une analyse dans laquelle on compte le pourcentage d'événements dans chaque groupe à la fin de l'étude, ce qui est moins puissant et moins efficace qu'une étude de Kaplan-Meier.